Donc, 9e conférence du mercredi de l'EJDB, prévention des difficultés des entreprises. Alors, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la crise Covid-19 et son confinement vont créer des difficultés économiques importantes dans certaines entreprises. Un des objectifs de cette conférence est de donner le message aux entrepreneurs de ne pas rester seuls face aux difficultés. Nous voulons insister sur la nécessité d'anticiper les difficultés à venir. 2 slogans vont caractériser cette conférence. Dirigeants, ne restez pas seuls. La prévention est efficace pour enrayer la dégradation d'une situation économique compliquée. Les juges et les greffiers des tribunaux de commerce sont au service de la justice commerciale et des acteurs de la vie économique. Pousser la porte d'un tribunal de commerce, c'est faire confiance à des hommes et des femmes qui, comme vous, sont issus du monde de l'entreprise. Car s'agissant des difficultés des entreprises, la loi a confié aux tribunaux de commerce un rôle de prévention. Cette mission est exercée par le président du tribunal et elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure confidentielle. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Un dirigeant peut donc demander au président de son tribunal un entretien en vue d'exposer ses difficultés et les difficultés de son entreprise. N'hésitez donc pas à mettre en pratique l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Pour vous informer ce soir des invités spécialistes qui vont nous éclairer de leur expérience. Alors en premier, Gilles Mollet, ancien dirigeant d'entreprise du bâtiment, juge au tribunal de commerce d'Orléans et intervenant à l'EJDB de longue date. Maître Serge Préville, administrateur judiciaire, 12 associés, 100 collaborateurs, un grand maillage juridique et géographique du territoire, peut-être même le premier cabinet de France en la matière. Et un témoin que je remercie, car il n'est pas toujours aisé de parler des difficultés, même si elles appartiennent au passé. Je veux nommer Édouard Bastien, dirigeant des sociétés Bastien Trébul et Verzotti, également président de l'EJDB. Je laisse donc la parole à Gilles Mollet. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais partir d'un constat. Avec les diverses aides de l'État, les entreprises sortent lentement de leur anesthésie. Une fois le choc absorbé, il y a un risque de multiplication des faillites. Les inscriptions à Pôle emploi ont déjà connu une hausse historique depuis mars. Le choc sera persistant et le retour à l'emploi sera très long à se dessiner. Le rythme des faillites devrait nettement s'accélérer à partir de juin. Les entreprises vont devoir faire face à des coûts supplémentaires pour les protections sanitaires, à une production ralentie par les mesures sanitaires, à une dégradation de leurs fonds propres et à une augmentation de leur endettement. Il va donc falloir être bon, anticiper pour avoir un coup d'avance sur les événements. Alors, les tribunaux de commerce ont depuis longtemps mis en place, donc les lois ont mis en place des procédures amiables que l'on va étudier, qui ont un énorme avantage, c'est d'être confidentielles. Je crois qu'il faut, s'il y a une chose à retenir, c'est la confidentialité de ces mesures. Ça veut dire en fin de compte que personne ne peut divulguer, si la connaissance d'une mesure amiable ne peut divulguer en fin de compte le renseignement. On a eu des journalistes qui ont été condamnés, enfin des journaux économiques qui ont été condamnés par le simple fait d'avoir dit que telle entreprise était en conciliation. Donc, pour éviter d'avoir à recourir à une procédure collective, la pratique a développé des dispositifs de traitement anticipé amiable des difficultés d'entreprise. On parle alors de prévention. Très peu d'articles de loi régissent la prévention, précisément parce qu'il s'agit de procédures amiables. L'objectif de ces procédures est d'analyser la situation de l'entreprise pour parvenir à un accord visant à résoudre les difficultés. Les entreprises qui peuvent être sauvées le sont presque toutes dans le cadre d'une procédure amiable, dont le caractère confidentiel permet de préserver le crédit de l'entreprise. Ces procédures sont ouvertes à toute entreprise commerciale.
il faut être face à une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Vous voyez que c'est large. Les créanciers ne sont pas tenus de participer à ces procédures, mais ils savent qu'il s'agit d'une dernière chance avant l'ouverture d'une procédure collective qui leur sera moins favorable. Les accords sont des contrats de droit privé auxquels s'appliquent les articles 1103 et 1199 du Code civil. L'ordonnance du 20 mai 2020, donc c'est-à-dire de la semaine dernière, vient de renforcer la procédure de conciliation du fait de la période d'état d'urgence sanitaire par des mesures qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Et on va les détailler. Donc, si on peut passer la diapositive des procédures amiables pour reprendre les différents points. Procédure amiable des tribunaux de commerce, traitement anticipé et amiable des difficultés, objectif, résoudre des difficultés avérées ou prévisibles, procédure à caractère totalement confidentiel, les créanciers ne sont pas tenus de participer à ces pourparlers, les accords sont des accords de droit privé. Quand je parle de confidentiel, ça veut dire en fin de compte que le dirigeant qui va au tribunal de commerce, il est reçu par le président ou par un juge, en fin de compte spécialisé dans la prévention, qui le reçoit en civil. Il n'est pas du tout, en fin de compte, habillé en juge. C'est vraiment une procédure totalement confidentielle. On va donc parler du mandat ad hoc pour voir ses caractéristiques. Donc là, on reprendra la diapo du mandat ad hoc à la fin de l'exposé. Le mandat ad hoc est né dans les années 1980 de la pratique de certains présidents de tribunaux de commerce. Il a été formalisé par la loi en 1994. Sur requête du dirigeant exposant les problèmes que rencontre l'entreprise, le président du tribunal ouvre la procédure, nomme un mandataire pour le mandat ad hoc, détermine sa mission et fixe sa rémunération. Le dirigeant peut proposer le nom d'un mandataire. L'entreprise, quand il s'agit du mandat ad hoc, ne doit pas être en état de cessation des paiements. Et si jamais, pendant la durée du mandat, elle passe en état de cessation des paiements, à ce moment-là, il faudra clore la procédure de mandat ad hoc et éventuellement ouvrir une procédure de conciliation. C'est une procédure amiable et confidentielle qui n'est pas limitée dans le temps. Le mandataire est généralement nommé pour 3 mois. Sa mission peut être renouvelée plusieurs fois. Dans les missions qui sont données, on n'est pas forcément, donc je l'ai dit, sur des missions économiques. On peut très bien avoir un conflit, par exemple, entre 2 associés. Et le conflit entre des 2 associés peut très bien, en fin de compte, dégénérer sur une dégradation économique de l'entreprise. Donc, le mandat ad hoc peut très bien permettre de trouver une solution, en fait, entre les 2 associés pour sauver l'entreprise. Alors, les issues du mandat ad hoc, c'est un accord amiable entre les parties, qui est une convention de droit privé, librement consentie, et qui est en fait régie par les articles 1103 et 1199 du Code civil. Ce qui est important, c'est que les cautions bénéficient des conditions de l'accord. L'issue peut être un constat d'échec lorsqu'aucune solution amiable n'a été trouvée dans le délai prescrit. Dans ce cas, le mandat ad hoc peut éventuellement déboucher sur une procédure de conciliation ou une procédure collective de sauvegarde. Mais il peut aussi prendre fin uniquement puisque quand on est en mandat ad hoc, on n'est pas en état de cessation des paiements, donc on peut s'arrêter et puis la procédure s'arrête. Et la procédure peut prendre fin sur demande du débiteur. C'est-à-dire que le débiteur
même s'il n'a pas résolu son problème, peut demander en fin de compte à mettre fin à la procédure. Donc, on va passer la diapo du mandat ad hoc. Donc, sur requête du dirigeant qui peut choisir son mandataire, ne pas être en état de cessation des paiements, procédure qui n'est pas limitée dans le temps, mais on ne dit pas limité dans le temps, mais d'un autre côté, rester 1 an et demi sous mandat ad hoc, ça n'a pratiquement aucun sens, quoi. S'il y a une difficulté, il faut quand même qu'elle soit résolue. Et puis, l'issue de la procédure, un accord amiable, un constat d'échec, un arrêt de la procédure par le dirigeant ou le passage en conciliation ou en procédure collective. Maintenant, on va parler de la conciliation. Alors, la conciliation, donc, pareil que pour le mandat ad hoc, elle est sur requête du dirigeant qui expose les problèmes que rencontre l'entreprise. Le président du tribunal ouvre une procédure de conciliation, nomme un conciliateur, fixe sa rémunération. Le dirigeant peut aussi proposer le nom du conciliateur. En règle générale, la conciliation est plus tournée sur les difficultés économiques. L'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements de plus de 45 jours, mais elle peut donc ouvrir une procédure de conciliation si elle est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. En ce qui concerne la loi au niveau des directives pour l'urgence sanitaire, il faut rappeler que les 45 jours sont à apprécier au 12 mars 2020 et donc jusqu'à 2 mois de la fin des directives sur l'urgence sanitaire. Un accord de conciliation doit être synalagmatique. Ça veut dire que les obligations doivent être partagées. Ce n'est pas un accord à sens unique. La conciliation est une procédure confidentielle, mais l'accord homologué doit faire l'objet d'une publicité et être communiqué aux instances représentatives du personnel. La procédure de conciliation est ouverte pour une période de 4 mois, prorogée éventuellement d'1 mois et ne peut en aucun cas dépasser 5 mois. L'issue de la procédure de conciliation, c'est un accord amiable entre les parties, qui est une convention de droit privé librement conclue donc, et régie par les articles 1103 et 1199 du Code civil, un accord constaté par une ordonnance du président du tribunal, les cautions bénéficient des conditions de l'accord, l'accord n'est pas publié et demeure strictement confidentiel, ou un accord homologué qui est demandé par une des parties et donc homologué par un jugement du tribunal. Le jugement mentionne les garanties et les privilèges constitués, mais ne porte pas sur les termes proprement dits de l'accord. Les cautions vont bénéficier des conditions de l'accord. Ce qui va être important, c'est que le dirigeant ne pourra pas être, disons que l'accord doit mettre fin à l'état de cessation des paiements s'il y avait en fait état de cessation des paiements. Ça veut dire que si des difficultés ont lieu par la suite, en aucun cas la date de cessation des paiements pourra être antérieure à la date de l'accord homologué. Et les apports de trésorerie, et c'est dans ce cas-là qu'on a souvent l'homologation d'accord, c'est que les apports de trésorerie qui vont être faits dans le cadre des accords vont avoir en fin de compte des privilèges, ce qu'on appelle le privilège de new money. Ça veut dire en fin de compte qu'ils vont être placés très haut dans les privilèges et qui passeront la plupart du temps au niveau du règlement lorsqu'il y aura éventuellement, si jamais il y avait à avoir une procédure collective. Alors, on peut repasser la diapo sur la conciliation. Donc, sur requête du dirigeant, état de cessation des paiements possible, ce qui est quand même très important, procédure limitée à 5 mois,
c'est aussi un des avantages, c'est qu'au moins il y a un terme, il y a donc un obstacle et les gens doivent en fin de compte donner leur accord avant telle date et une issue de procédure, donc un accord amiable, un accord constaté, un accord homologué ou un passage en procédure collective. Et là, je vais en fin de compte ouvrir une fenêtre, c'est qu'une procédure de conciliation est un préalable, donc une procédure non aboutie de conciliation est un préalable pour ouvrir une procédure collective accélérée. Et ça, jusqu'à présent, on avait des seuils qui étaient relativement importants. Il fallait qu'une entreprise ait une comptabilité et plus de 20 salariés, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 million d'euros de total de bilan. Tous ces seuils, en fin de compte, avec la loi, avec les conditions sanitaires, tous ces seuils sont supprimés. Ça veut dire qu'une procédure accélérée, donc de sauvegarde éventuellement accélérée, peut être possible pour une entreprise de moins de 10 salariés qui dispose d'une comptabilité. C'est énorme parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une procédure accélérée, la plupart du temps, c'est une procédure dont on sort en pratiquement 2 mois, puisque tout a été préparé pendant la conciliation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces procédures amiables des tribunaux de commerce. Je vais passer la parole à Serge Préville. Je voulais me permettre une question avant que vous passiez la parole. Oui. Est-ce que vous avez une idée dans les issues de la conciliation d'une répartition en pourcentage si c'est l'accord? Oui, Maître Préville va pouvoir en fin de compte vous donner des réponses là-dessus. On a, je pense, on doit être vraisemblablement à plus de moitié de réponses, disons, de sorties favorables. Alors, c'est même au-delà, mais quand on parle de sortie favorable, c'est de sauvetage de l'entreprise, parce que on est en fin de compte sur une procédure. L'avantage qu'on peut avoir sur une procédure judiciaire, c'est qu'en règle générale, l'échelonnement des dettes en procédure judiciaire est de l'ordre de 10 ans. Lorsqu'on est sur une conciliation, l'échelonnement des dettes est entre 2 et 5 ans. Mais l'avantage de la procédure accélérée, c'est qu'en fait, on prépare une procédure judiciaire, mais on la prépare d'une manière anonyme et on la met en fin de compte en place d'une manière très rapide. 2 mois, c'est extrêmement rapide. Il faut savoir que le jugement d'ouverture d'une procédure au BODAC, c'est pratiquement 2 mois entre l'ouverture et la parution au BODAC. Donc, ça veut dire que l'environnement de l'entreprise est au courant que l'entreprise a des difficultés au moment où elle en sort. Oui, donc, Maître Préville va vous parler en fin de compte concrètement comment ça se passe lorsqu'on a besoin d'une procédure amiable. Je vous passe la parole. Merci Président. Bonjour à tous, même si je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là, en nombre. Je remercie tous pour cette invitation. Quelques éléments de présentation, pas tellement pour me mettre personnellement en avant, mais pour que les uns et les autres qui n'êtes peut-être pas très habitués à l'environnement de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le restructuring, c'est-à-dire le mapping de tous les professionnels qui gravitent autour et au bénéfice des entreprises qui peuvent connaître des difficultés. Alors, par difficulté, on entend difficultés ponctuelles, difficultés plus chroniques ou parfois, évidemment, difficultés insurmontables. Donc, le terme en soi est un peu générique. Un peu d'éléments de présentation, disais-je, pour vous rappeler que donc moi, je suis administrateur judiciaire. C'est une profession qui est née dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, en 85. À un moment où il existait, bien sûr cette profession a toujours existé, elle portait le nom de syndic jusqu'en 85,
Et en 85, le législateur a décidé de séparer cette profession en deux. D'un côté, des mandataires judiciaires, qu'on appelle également liquidateurs, ce qui a le mérite d'être plus clair, puisque leur fonction est d'organiser la liquidation judiciaire des entreprises, et de l'autre, les administrateurs judiciaires. Donc, n'aborde pas la question de la liquidation judiciaire, d'abord parce que ce n'est pas mon métier, ensuite parce que c'est évidemment pas une solution, c'est une solution sur le plan juridique à des difficultés, mais ça n'est jamais une solution ni économique, ni financière, ni sociale. Donc pour ma part, je suis administrateur et je n'interviens que dans des contextes de poursuite d'activité, aux côtés de dirigeants qui ont des difficultés à surmonter, avec un driver qui est toujours celui de la poursuite de l'activité et ou de la sauvegarde des intérêts des créanciers et de la sauvegarde des emplois. Voilà, voilà pour les éléments de présentation. Pour que vous ayez des choses bien claires en tête aussi, je n'interviens que sur décision de justice, que ce soit, comme vous l'a rappelé le président Mollet, en matière de prévention, essentiellement mandat ad hoc et conciliation, là c'est plutôt la compétence du président du tribunal, ou que ce soit en matière de traitement judiciaire, c'est-à-dire essentiellement sauvegarde et redressement judiciaire. La plupart du temps, vous lisez, ou dans les journaux, vous entendez à la radio plutôt des procédures de redressement judiciaire. Et pour que vous ayez, je fais un tout petit track arrière, pour que vous ayez une vision sur tout ça, grosso modo, on intervient donc, nous, professionnels du restructuring, dans le cadre de ce qu'on appelle le livre 6 du Code de commerce, c'est-à-dire tous les articles 600 et quelques, avec une architecture qui, pour le coup, a le mérite d'être assez simple. 610 et suivant, grosso modo, le Code de commerce organise la prévention, 620 la sauvegarde, 630 et suivant, bien sûr, le redressement judiciaire, 640 et suivant, la liquidation judiciaire. Et le président Mollet vous l'a rappelé tout à l'heure, vous avez un livre 6 qui est épais comme ça, toujours moins épais que en matière sociale, mais vous avez un livre 6 qui est relativement épais. Le mandat ad hoc, pour ne citer que lui, c'est, je ne dis pas de bêtises, un article, 2 articles, 3 articles, pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est une création relativement récente, encore que c'est quand même dans les années 90, qui a vocation à instituer un cadre de discussion avec des créanciers essentiellement, pour des entreprises en difficulté, qui soit extrêmement pragmatique. Je crois que c'est un des messages qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Autrement dit, on n'est pas dans une procédure lourde, on n'est pas dans une procédure qui est censée être longue, on est dans une procédure qui est censée être efficace, rapide et pragmatique. C'est la raison pour laquelle ce seul article dit un dirigeant qui a une difficulté, c'est peut-être la seule chose que vous devez retenir de ce webinaire aujourd'hui, cet article dit un dirigeant qui a une difficulté, et à la rigueur, quelle qu'elle soit, sociale, financière, économique, un dirigeant qui a une difficulté peut aller solliciter du président de son tribunal de commerce, TGI si c'est civil, peut aller solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc avec la mission qu'il détermine. Il, c'est le dirigeant. Donc ça veut dire que le mandat ad hoc n'est enfermé dans rien et qu'il peut être le cadre de discussion réservé à peu près toutes les difficultés. La contrepartie de ça, c'est que par opposition à un redressement judiciaire, par exemple, le dirigeant a absolument la main sur la mise en place de ce mandat ad hoc. Ça paraît rien, mais c'est extrêmement important. Quand je dis il a la main, il est à l'origine de l'ouverture du mandat ad hoc. C'est lui qui en a l'idée, avec ses conseils, mais c'est lui qui en a l'idée, qui en est à l'initiative. C'est lui qui signe la requête qui saisit le président. Et ce que je vous dis là est extrêmement important, puisque je sais qu'un certain nombre de dirigeants hésitent à rentrer au mandat ad hoc. S'ils ne trouvent pas dans l'exercice du mandat ad hoc, dans son déroulement, ce qu'il était venu chercher, il peut décider à n'importe quel moment, c'est très facile, c'est un courrier pour le dire comme ça, de fermer ce mandat ad hoc. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, puisqu'on l'ouvre et on le ferme avec la plus grande facilité. Et si un dirigeant n'est pas content de ce qu'il trouve dans le mandat ad hoc, eh bien, il peut le fermer tout de suite. En pratique, les difficultés qu'on est amené à régler dans le cadre du mandat ad hoc, je dis ça pour le mandat ad hoc, mais c'est vrai également pour la conciliation, c'est très régulièrement de la gestion de dette, de la dette bancaire,
ça c'est certain. Et j'en profite pour vous donner un petit réflexe en espérant que vous le retiendrez, mais on est amené à demander à des banques, dans le cadre de mandat ad hoc, de maintenir des courts termes qui étaient, par exemple, consentis et qui auraient été résiliés. Donc, si vous recevez un jour, vous, des concurrents, des confrères, des amis, si vous recevez une lettre de dénonciation d'un découvert, par exemple, autorisé, et ben effectivement, il faut avoir le réflexe d'aller tout de suite demander un mandat ad hoc parce que, là encore, ça ne figure pas dans le seul article qui institue cette procédure, mais vous avez des règles de place qui se mettent en œuvre qui font qu'en mandat ad hoc, les banques vont, au moins provisoirement, maintenir des courts termes qu'elles entendaient dénoncer. Donc, qu'est-ce qu'on négocie? Quelles sont les difficultés qu'on traite? Des difficultés avec des créanciers de type bancaire, ça c'est vraiment très fréquent, maintien des courts termes, suspension provisoire de remboursement de moyen terme, de prêts, en capital et ou en intérêt. On traite de la gestion de dette publique, donc on négocie avec l'État, de la dette URSSAF, de la dette TVA, tous les impôts que vous pouvez imaginer, on les traite en abandon rarement, en moratoire, ça extrêmement régulièrement, avec un guichet unique qui est très très habitué à ces mandats ad hoc et qui pour le coup en plus est très habitué à la notion de confidentialité qui vous a été présentée par le président Mollet, qui est la CCSF, où là vous avez un guichet unique sur la dette publique avec des habitudes de traitement qui sont, et surtout un regard qui est très attentif à la pérennité des entreprises. On négocie avec les banques, on négocie avec l'État, on négocie avec un peu tout le monde, j'ai envie de dire, avec un bailleur. Vous avez des difficultés à tenir un niveau de loyer. On a obtenu en mandat ad hoc des baisses de loyer ponctuelles ou à plus long terme. Vous avez renouvelé un bail commercial et pour autant, 6 mois après, pour une raison que je ne connais pas ici, vous avez besoin de le résilier amiablement. Le mandat ad hoc est la plupart du temps le bon cadre pour le faire. Vous avez besoin de négocier avec un franchiseur, pas trop votre cas en matière de bâtiment, vous avez, ça c'est peut-être un peu plus votre cas dans le BTP, vous avez un litige avec un client, avec un fournisseur, avec un maître d'œuvre. Et ce litige vous enlise un peu dans un conflit qui va nécessairement prendre la forme d'un contentieux. Or, malheureusement, le temps du contentieux n'est pas toujours celui de la vie des affaires et la vie d'un chantier notamment. Et donc, le mandat ad hoc peut créer un espace-temps amiable qui vous permet de sortir de cet enlisement et de trouver une solution intelligente pour tout le monde. Voilà. Ce qui a fait dire à certains auteurs que le mandat ad hoc a toujours son ADN classique d'outils pour la gestion de la dette, mais que par ailleurs, il est parfois devenu une alternative au contentieux un peu classique, un peu comme les marques ou les mardes qu'on voit se développer à gauche et à droite. Enfin, j'évacue ce sujet qui n'est pas tout à fait au cœur de notre propos. En pratique, donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'anticipation, c'est la clé, et que s'il y a bien un réflexe à retenir, alors ce réflexe en général, votre expert comptable l'aura, votre avocat l'aura, mais peut-être pas, et puis surtout, pour des entreprises plus modestes, il n'y a peut-être pas l'expert comptable, il n'y a peut-être pas l'avocat, et donc il faut avoir ce réflexe que quand une difficulté apparaît, et encore mieux, quand on sent qu'une difficulté va apparaître, eh bien, il faut aller en parler, et il faut aller en parler à la bonne personne, et la bonne personne, souvent, c'est l'interlocuteur du tribunal de commerce, c'est-à-dire le président, et par délégation, tous les juges qui sont commis à la gestion à la gestion préventive des difficultés des entreprises. Il y a beaucoup d'avantages. D'abord, vous avez en face de vous quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la connaissance des dispositifs de prévention, qui est absolument indépendant et dont vous ne pouvez pas douter de l'impartialité. Et puis, c'est idiot, mais c'est gratuit. Donc, vous avez un conseil disponible, indépendant, complètement gratuit, et qui ne vous engage à rien, puisque de cet entretien ne naît aucune forme d'obligation, si ce n'est que dans la discussion, peut-être que apparaîtra la nécessité ou l'opportunité d'ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation. Et dans ce cas, il faudra avoir un second réflexe, mais ça le juge saura vous le dire, c'est d'aller discuter avec un mandataire ad hoc ou quelqu'un qui est susceptible de prendre
la mission de mandat ad hoc. Voilà. Donc, ça veut dire que, pour filer un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, tous les acteurs du restructuring aujourd'hui sont d'accord pour considérer que le maître mot, c'est l'anticipation. Elle est extrêmement importante parce que, on ne parle pas aujourd'hui du judiciaire parce que ce n'est pas le thème, mais globalement, les statistiques de réussite des procédures judiciaires ne sont pas bonnes. Et on pourrait s'en expliquer un peu plus longuement, mais globalement, la réussite des procédures judiciaires sans changement de l'actionnariat n'est pas bonne, ce qui veut dire que pour un dirigeant, il a tout intérêt à s'inscrire dans une démarche de prévention parce que, à contrario, les statistiques sont vraiment très bonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect confidentiel, ça vous a été dit par le président Mollet, c'est peut-être la plus grande caractéristique de ces procédures de prévention. Et pourquoi c'est important? Parce que le problème d'une procédure collective, c'est qu'elle est publique. Et quand vous savez d'un acteur économique qu'il est défaillant, il n'a, à vos yeux, plus aucun crédit. Ce qui veut dire que tout le crédit de cet acteur en procédure collective s'effondre. Or, vous savez, il faut faire le lien avec ça, que les banques, bon, bien souvent, ont quitté le navire, mais qui est le plus gros fournisseur de crédit en France? Ce ne sont pas les banques, ce n'est pas l'État, c'est le crédit qui est du crédit interentreprise. Donc, à partir du moment où il est su sur la place publique qu'une entreprise est en difficulté, il y a un effet d'accélération de la difficulté, puisque sachant que cet acteur est en difficulté, les autres ne lui font plus crédit. Et donc, on accélère à nouveau le problème des tensions de trésorerie et jusqu'à précipiter une défaillance, voire une liquidation judiciaire. Ça veut dire que le traitement de la difficulté doit se faire à l'abri de la connaissance par tous de cette difficulté et il doit se faire dans un cadre absolument confidentiel. C'est ce que permet le mandat ad hoc et c'est ce que permet la conciliation. Je ne sais pas où j'en suis en termes de timing. Bon, comme personne ne m'arrête, je continue. Moi, je peux vous arrêter par une question éventuellement, Maître. Oui. Pour savoir, j'ai bien compris, enfin nous avons bien compris qu'il fallait anticiper les difficultés. Pour une petite entreprise, comment identifier quel est le moment opportun? Alors j'ai vu que sur les sites des tribunaux de commerce, il y avait des outils d'autodiagnostic. Est-ce que c'est ça qu'il faut utiliser? Voilà, quelques indications sur comment déclencher la réflexion. Pas connaissance particulière de ces outils, mais le problème, il y a une des grandes difficultés pour un chef d'entreprise dans des entreprises de petite taille, c'est la solitude. Or, l'outil d'autodiagnostic, d'après ce que je comprends, ne le fait pas sortir de cette solitude, puisqu'il s'ausculte lui-même. Donc, je crois que c'est un outil, c'est parfait. En revanche, je crois que les dirigeants sont suffisamment bien cortiqués pas forcément pour mettre en place les bons outils de sortie des difficultés, mais pour percevoir les difficultés. Je crois qu'il y a des choses très simples. Quand vous avez signé les ordres de virement de vos salaires à la fin du mois et que vous êtes à zéro sur le compte bancaire et que par ailleurs, vous avez encore des virements à faire que vous allez décaler d'un certain nombre de jours, sans évoquer le fait que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, vous êtes en difficulté. Et ça, je crois qu'un chef d'entreprise normalement cortiqué le sait. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut auto-diagnostiquer ses difficultés, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut qu'il aille voir son expert comptable s'il en a un, son avocat s'il en a un, et probablement avec son expert comptable et son avocat s'il en a, le juge du tribunal. Voilà. Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est que d'abord, ça n'engage à rien. On n'a jamais vu quelqu'un ressortir parce qu'il venait poser une question avec un redressement judiciaire alors qu'il ne l'avait pas demandé. À l'inverse, on a vu des gens sortir d'un rendez-vous avec un certain nombre de clés pour réfléchir et peut-être revenir discuter de ça avec le tribunal 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Le problème, c'est qu'en matière de difficultés, j'ai commencé par là, il y a une graduation qui fait que j'ai du mal à répondre à la question comme ça. Ouais. Monsieur Théier, je crois qu'il faut, quand on parle de difficultés prévisibles, prenons l'exemple en fait dans les entreprises de bâtiment sur une chute de chiffre d'affaires qui va avoir lieu par rapport au carnet de commandes que l'on a, qui va avoir lieu dans 3 ou 4 mois. Hein, c'est tout à fait possible pour des entreprises en fait qui travaillent avec, disons, un tableau de bord de savoir en fait si elles vont avoir des sureffectifs, par exemple, dans 3 mois. Eh bien,
pour traiter éventuellement une difficulté comme ça, rien n'empêche donc de passer en fait sur une conciliation et d'ouvrir éventuellement une procédure accélérée qui va permettre de faire une réduction de personnel et que ce coût de réduction de personnel, au lieu d'être supporté directement par la trésorerie de l'entreprise, soit supporté en fin de compte au niveau d'un plan de continuation sur 10 ans. Vous voyez, l'anticipation, c'est ça. Ok, merci. C'était aussi pour les auditeurs connectés que j'ai posé cette question. J'ajoute quelque chose, mais qui est à cheval entre quelque chose qui relèverait de l'humour et du commentaire provoquant. Vous avez parfois des dirigeants, peut-être le premier symptôme de la difficulté qu'il faut se poser, c'est je suis dirigeant, est-ce que je suis, indépendamment de la taille de mon entreprise, est-ce que je suis doté d'un outil me permettant de construire et d'actualiser régulièrement des prévisions d'exploitation de trésorerie et d'avoir une petite vision analytique en matière de bâtiment, par exemple, de mes chantiers. Si la réponse est non, vous êtes déjà quasiment virtuellement en difficulté. Voilà. Ok. Je vous laisse poursuivre. Allez-y, merci. Je vous remercie. Quelques mots encore, je crois qu'il me reste quelques minutes à remplir de commentaires intéressants ou moins. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes en matière de prévention. La première, c'est que, vous l'avez compris, la plupart du temps, le mandataire ad hoc ou le conciliateur qui est désigné, c'est un administrateur. Ce qui veut dire que, et l'administrateur, vous l'avez compris aussi, il intervient pour peut-être 2/3 de son temps sur des missions de prévention et 1/3 en judiciaire. Ce qui veut dire que, implicitement, quand un créancier est invité à la table d'une discussion en mandat ad hoc ou en conciliation, il y a quelque chose qui est de l'ordre du subliminal, c'est qu'on va lui proposer un certain nombre de choses en mandat, écraser un peu la dette, ne pas l'écraser mais la moratorier, traiter le problème, mais de manière quasiment subliminale, ce qui se passe, c'est que le créancier va réfléchir à cette proposition par comparaison à ce qui se passerait dans l'hypothèse d'une procédure collective. Or, on sait que la procédure collective, elle est certes pas bonne, on l'a dit tout à l'heure, pour les actionnaires, pour le dirigeant, mais elle est perdant-perdant, parce qu'elle n'est pas bonne non plus pour les créanciers. Dans 99 procédures collectives sur 100, les créanciers chirographaires ne sont jamais payés. Chirographaires à entendre, pas l'État, pas les banques, pas l'AGS. Ce qui veut dire que quand vous demandez avec beaucoup d'élégance à un créancier s'il est d'accord pour qu'on paye sa créance sur plusieurs mois, ou même qu'il en abandonne une partie, le message que vous lui passez, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour percevoir une quote-part de votre créance sur un certain nombre de mois, versus on se place en procédure collective et vous n'aurez rien. Donc, si on place tout le monde dans un schéma non pas perdant-perdant, qui est souvent, il faut le dire, le schéma d'une procédure collective, mais on se place dans un schéma plutôt gagnant-gagnant, où on dit à un créancier, bah, vous allez perdre un peu, mais pas tout, et en perdant un peu, mais pas tout, vous allez permettre à l'entreprise de rester vivante, et restant vivant, de maintenir un lien de confiance et continuer le business as usual, et donc vous allez vous refaire sur l'avenir. Donc il y a quelque chose qui se passe comme ça, qui est extrêmement efficace. Même discussion pour une banque, hein, quand vous lui dites bah, est-ce qu'on peut rentrer dans un schéma de discussion amiable, elle préfère, parce qu'en procédure collective, bien souvent, elle n'est pas payée. Je rebondirai, si vous êtes d'accord, Maître, je rebondirai bien sur ça, quitte à ce que vous repreniez la parole après, pour demander à Édouard Bastien de nous évoquer son témoignage personnel sur ce qu'il a vécu en entreprise. Bonjour à tous, ou à toutes et à toutes. Donc, moi, mon témoignage, alors je vais le resituer historiquement parce qu'il date un petit peu, étant donné que mon entreprise existe depuis 1880. Voilà, donc c'est une entreprise familiale qui existe depuis 140 ans, qui intervient dans les métiers de la plomberie, de la couverture et du chauffage à Paris. Cette entreprise a connu des difficultés dans les débuts des années 90,
Alors, quand je resitue le début des années 90, c'était une période assez noire pour le bâtiment. Et il s'est trouvé que c'est à ce moment-là que mon père, mes parents, avaient décidé de déménager l'entreprise, d'en racheter une autre et d'intégrer des locaux beaucoup plus grands dans Paris. Bon, patatras, c'était dans les années 1992-93. Et donc, c'était en fait au pire moment, mais ils ne le savaient pas forcément au moment où ils l'ont fait. Et donc, on a quitté un local plus petit pour un local plus grand, avec un loyer donc beaucoup plus conséquent et avec une perte de 50% du chiffre d'affaires en quelques mois. Hein, on parle de 6 mois. Donc, en 96, il y a eu un dépôt de bilan de l'entreprise avec un plan de continuation. Alors, à l'époque, c'était comme ça. C'était soit la liquidation, soit le plan de continuation. Plan de continuation qui s'établit sur 10 ans. Les dettes étaient de la moitié du chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires était, alors je le mets en euros, mais était environ d'1 million d'euros. Et les dettes étaient de 500 000 euros. Et donc, il y avait un échelonnement des dettes de manière progressive, hein, parce que ce n'était pas 10% par an sur 10 ans, mais on a dû commencer à 7% et puis finir à 12 ou 13%. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette période-là, c'est assez difficile. Moi, je suis arrivé en 97 pour aider mon père dans cette période-là. Et donc, mon père n'avait plus le droit de signer des chèques. C'était l'administrateur judiciaire qui avait été nommé qui signait chaque fin de mois les chèques. On avait l'obligation de tenir une trésorerie hebdomadaire, de ne plus être à découvert, de tenir un prévisionnel, enfin, de faire tout un tas de tableaux de bord de gestion qui n'avaient jamais été faits auparavant parce que les entreprises du bâtiment auparavant se géraient pas du tout comme ça, enfin, notamment celle-là. Voilà. Et je pense qu'ils n'étaient pas la seule. À l'époque, bien évidemment, le dirigeant n'avait pas fait le JDB. Son fils, moi-même, donc, je l'ai fait en 2000-2001. J'ai apporté, je reviendrai à la fin, les tableaux qu'on nous apprend pendant la formation, ce qui a permis de redresser la barre. Alors, j'ai redressé la barre aussi parce qu'on est tombé dans une période propice où 98, il y a eu l'effet Coupe du Monde. Hein, on dit que les économistes estiment l'effet Coupe du Monde en France en 98 à 2% de 2 points de PIB, ce qui est énorme. Ensuite, il y a eu la TVA 5,5 en 99. J'ai informatisé l'entreprise en 99 et le JDB en 2000-2001. Et petit à petit, on a payé nos dettes chaque fin d'année. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais si nous n'avions pas payé nos dettes une année, le coup prêt tombait et on était liquidé. Donc, chaque année, on allait comme ça d'une année sur l'autre, sur 10 ans. Alors, 10 ans, c'est très long. Et arrivé en 2006, je me souviens, j'avais été voir l'administrateur judiciaire, qui était un homme, et là aussi, je crois qu'on a eu beaucoup de chance, qui était un homme intègre, qui était un homme assez bienveillant, et qui m'a dit, vous savez, sur 1000 entreprises qui ont des difficultés, on permet de continuer à 100. Et sur les 100, il y en a 2 qui arrivent au bout. Alors, je ne sais pas si les statistiques sont toujours les mêmes, mais je me souviens lui avoir dit, écoutez, heureusement que vous me le dites maintenant, parce que vous me l'auriez dit 10 ans avant. Franchement, je pense que ça nous aurait coupé un petit peu l'élan de vouloir remonter la pente. Toujours est-il que j'ai toujours le souhait de toujours voir le côté positif des choses. Depuis ce temps-là, donc c'est-à-dire depuis 1996, nous n'avons plus jamais été à découvert. Depuis 1996, nous faisons une trésorerie, un tableau de trésorerie hebdomadaire. Nous faisons un prévisionnel et nous faisons un compte de résultat qui, à l'époque, était mensuel. On l'a passé trimestriel. Voilà, en fait, on a fait des outils contraints par le plan. Puis après, l'apport de l'ESJDB que j'ai fait en 2000-2001, qui ont permis qu'on ne retombe pas dans les difficultés qu'on avait commises. Alors, mon père a eu la malchance de finir sa carrière sur ça. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance de commencer avec ça. Je pense que c'est plutôt une chance. Je pense qu'il vaut mieux commencer dans des difficultés parce que ça permet de savoir où on est, comment se passe une procédure. Et puis, encore une fois, la chance d'être tombé sur un administrateur judiciaire qui s'appelait Maître Lemoux,
qui était rue du 4 septembre et qui était un homme tout à fait intègre. De ce que j'entends à droite à gauche, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, En intégrité, je pense que les administrateurs judiciaires sont quand même relativement intègres. Bon, par contre, il est évident que les entreprises sont pas toujours. Il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation. Je crois que c'est peut-être aussi ce que vous avez connu. Je crois que ce qui est très important, c'est les mesures d'anticipation qu'on peut avoir avec les procédures amiables. Parce qu'on parlait de procédure judiciaire, c'est lourd. Une procédure judiciaire, c'est contraignant. Moi, je sais aussi, j'en ai vécu une, hein, donc à peu près dans les mêmes circonstances que vous, sur une rupture de chiffre d'affaires importante. À l'époque, on n'avait pas, en fin de compte, moi c'était 84, on n'avait pas les mesures, en fin de compte, de procédure amiable. Quand vous voyez maintenant que vous pouvez, en procédure amiable, déboucher sur une procédure accélérée qui vous permet de sortir en 2 mois, vous qui avez connu certainement 1 an de procédure pour en sortir, hein, vous avez été certainement en période d'observation pendant 1 an, 2 fois 6 mois, hein, ce qui est oui, même, en je 2 règle ou 3 fois. générale. Oui, éventuellement, il peut y avoir 3 fois. Je crois que si on peut en sortir éventuellement en 2 mois, c'est 2 ou 3 mois, Non, mais c'est exceptionnel. C'est résoudre. Ces outils-là, compte, ils sont arrivés en quelle année? Tous les mandats, toutes les procédures qu'on vient d'évoquer. Principalement dans la loi de sauvegarde de 2005. C'est la loi de sauvegarde qui les a mis en valeur. Maître Préville. Oui, en fait, je ferai une réponse peut-être un petit peu plus large. C'est que, d'abord, je crois qu'on a une profession absolument intègre. Bon, comme dans chaque profession, un cas sur 1000, vous avez un mauvais canard. Mais grosso modo, le problème n'est pas celui de l'intégrité, c'est peut-être celui de l'investissement, slash de la compétence, comme dans tous les métiers. Ce qu'ont réglé les différentes lois successivement, c'est que à votre époque, si je puis dire, Monsieur Bastien, ou celle de votre papa, on choisissait pas les professionnels. Il n'y avait pas beaucoup de prévention et on ne choisissait pas les professionnels. Depuis des années, la loi a décalé la gravité ou la pesanteur vers la prévention plutôt que vers le judiciaire. Et comme la prévention, vous l'avez compris, on y va avant un état de cessation des paiements, on y va volontairement et donc la loi dit le dirigeant en prévention choisit son professionnel. Et ça, c'était colossalement important parce que en ayant dit ça, on a introduit une notion nouvelle, je suis désolé de le dire comme ça, mais chez les administrateurs judiciaires, qui était celle de la concurrence. Et donc, cette concurrence a réveillé un peu tout le monde. Et donc, désormais, les administrateurs sont jugés sur leur performance et donc sur un certain nombre de critères, et notamment le critère de la durée des procédures. Voilà. Sur les procédures, est-ce que les statistiques que j'ai données sont toujours d'actualité? Bon, c'est un peu meilleur que ça quand même. On n'est pas à 2 sur 1000. Je pense que ça serait plutôt 2 sur 100. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qu'il m'avait expliqué, c'était sur 1000 entreprises qui avaient des difficultés, il y en avait 900 qui étaient en liquidation, 100 en plan de continuation. Et sur les 100 qui étaient en plan de continuation, il y en avait 2 qui arrivaient au bout. Qui arrivaient au bout du plan. On n'est pas loin, parce que le problème que l'on rencontre au niveau des tribunaux, c'est que lorsque on ouvre une procédure collective, il est déjà trop tard. C'est qu'en fin de compte, vous avez un endettement très important. Parce que derrière, le problème que l'on a, c'est que même si on restructure un petit peu la dette, c'est que de toute façon, l'entreprise qui va renaître des difficultés va être totalement différente en effectif. Donc, ça veut dire que vous avez créé un passif avec une entreprise d'une taille éventuellement de 100 personnes et vous avez en fin de compte le rembourser avec une entreprise éventuellement de moitié de sa taille parce qu'on aura abandonné des marchés mauvais et tout ça. Et surtout, le propre, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Maintenant, quand vous faites des tableaux de bord comme ça, l'avantage, c'est qu'en fin de compte, on peut anticiper. On peut avoir un coup d'avance. Et quand on est en difficulté, l'anticipation, moi j'ai eu la chance en fin de compte de pouvoir anticiper. À l'époque, la sauvegarde n'existait pas. J'ai créé l'incident de paiement pour pouvoir ouvrir un redressement judiciaire.
et un redressement judiciaire qu'on a préparé avec des avocats pendant pratiquement 2 mois parce que c'était un groupe et je voulais surtout que les barrières soient étanches entre les sociétés parce que c'est aussi dramatique quand vous avez une société avec plusieurs filiales, les difficultés se communiquent en fin de compte à l'ensemble. Donc c'est pour ça que l'anticipation, les mesures amiables, c'est primordial. Et on sauve, la plupart des entreprises qui sont sauvées à l'heure actuelle le sont dans le cadre de procédures amiables. Vous avez même des grosses entreprises. Vous avez eu Technicolor, par exemple, qui est l'ancien Thomson, a été sauvé en fin de compte sur une procédure accélérée mise en place dans le cadre d'une conciliation et sur lequel on a débouché sur un plan de continuation qui a été fait en 2 mois. Donc voilà, c'est très rapide. Alors ça, c'était ouvert à des très grosses entreprises, mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est ouvert en fait à une entreprise qui a une comptabilité. C'est quand même la moindre des choses que l'on peut… S'il n'en a pas, de toute façon, ça part mal. Oui. Très bien. Édouard, quelques éléments complémentaires ou… Oui, juste une petite anecdote en plus, c'était que forcément, au bout des 10 ans, les créanciers, on s'était aperçu que certains avaient disparu parce que sans laisser d'adresse ou qu'ils avaient fermé. Et au final, ça nous avait fait un bonus pratiquement une année de gagner sur les 10. Parce que des gens n'existaient plus ou donnaient plus signe de vie. Voilà. Et en effet, je pense que des créanciers auraient tout intérêt à préférer quelque chose à l'amiable que d'une procédure où on voit bien que l'issue est plus qu'incertaine. Très bien, merci pour ce témoignage vécu. Voilà, je l'ai déjà entendu le raconter d'autres fois, mais je vois que ça te prend toujours pas mal de raconter cette histoire. Merci, Édouard. Monsieur Préville, vous vouliez rajouter quelque chose, commenter J'ai eu le temps de l'oublier 3 fois. Non, je crois qu'il y a un sujet qu'il faut aborder aussi, parce qu'il parfois, et je sais que dans ce qui fait qu'un certain nombre de dirigeants… Enfin, il y a 2 raisons pour lesquelles les dirigeants n'iraient pas sur ces procédures de prévention. La première, c'est qu'ils les ignorent. Ça, c'est notre rôle à tous d'être un peu le relais et de faire circuler cette information. La deuxième chose, c'est qu'il y ait des freins qu'on n'ait pas levés. Le premier frein, c'est la peur sur le plan réputationnel, etc. On a répondu à ça, je crois, très largement avec le président Mollet, puisque en prévention, tout est confidentiel, donc il n'y a pas de conséquences sur le plan de la réputation. Voilà. Le deuxième frein, qui relève en plus d'un vieux fantasme autour de toutes ces procédures d'insolvabilité, c'est le coût. Parce que bien souvent, vous entendez des dirigeants dire de toute façon, si c'est pour payer plus d'honoraires que de dettes, c'est pas la peine, autant que j'arrête tout de suite. Enfin, je veux dire, vous entendez ça dans les cafés tous les jours. Je crois qu'il faut aussi dédramatiser ce sujet. Autant au judiciaire, en plus, les honoraires relèvent d'un barème, autant, comme c'est le cas pour un notaire ou une profession réglementée, autant en matière de prévention, c'est une convention d'honoraires qui intervient librement entre un dirigeant et un professionnel, sachant que le dirigeant choisit le professionnel. Donc là-dessus, c'est la volonté la plus stricte des parties. Et j'ajoute qu'il faut mettre aussi en balance la notion d'honoraire avec la notion de valeur ajoutée. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, un dirigeant qui serait insatisfait demanderait dans les 8 jours ou dans les 24 heures l'arrêt de ce mandat ad hoc. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appréciation par le dirigeant du travail fourni par un professionnel et des résultats obtenus. Donc, quand vous avez, je vous donne un exemple qui relève d'un exemple concret obtenu dans un dossier récemment, quand vous obtenez 100 000 euros d'abandon de créance et évidemment le fait d'éviter une procédure collective, etc., pour un dirigeant, ça a pris du temps. En regard de ça, une facture de 6 ou 7 000 euros, je vous laisse apprécier si elle vous paraît déconnectée ou pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment expliquer, en tout cas prendre le temps d'expliquer que la question des honoraires n'a, à mon niveau en tout cas, quasiment jamais été un problème.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les honoraires qui sont librement consentis entre le dirigeant et le mandataire judiciaire sont en quelque sorte visés par le président du tribunal et en fait aussi accessoirement par le procureur de la République. Donc, on est en fin de compte sur des honoraires qui sont là, Serge Préville parlait en fin de compte d'un montant éventuellement de 6 000 à 7 000 euros, mais il faut savoir qu'on a des conciliations en fin de compte qui peuvent s'ouvrir éventuellement sur des montants de 3 000 euros, disons entre 3 et 10 000 euros. Donc, ce n'est pas l'enjeu par rapport au sauvetage de l'entreprise. Je peux donner un exemple. Hein. J'ai dans un dossier récemment, je vous disais que le cadre du mandat ad hoc, il est très pluriel. Hein. En tout cas, il peut être le cadre de résolution de difficultés qui sont plurielles. J'avais un dirigeant qui, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, devait absolument voir résilier un bail. Il n'avait pas le temps d'attendre les 2 ans et demi qui restent, etc. On a fait une réunion avec le bailleur. On a en mandat ad hoc un certain nombre d'arguments très convaincants pour que le bailleur accepte ça, parce que ça se fait par comparaison à des dispositifs légaux en redressement judiciaire, etc. Bon, bref, on a fait une réunion avec le dirigeant et son bailleur, au terme de laquelle on est tombé d'accord. Il a conservé le dépôt de garantie, on a payé une indemnité qui était je ne sais plus combien, et on rendait les clés sous 3 semaines. Bref, le cadre du mandat ad hoc a permis d'arriver rapidement à un accord, mais quand je dis rapidement, c'est 1 heure de réunion. Ça a coûté 600 euros pour éviter un redressement judiciaire. Je ne dis pas que c'est à chaque fois ça, je vous dis que là, c'était ça. Ok, on a bien compris il fallait que depuis que vous étiez, disons, sur un système concurrentiel, les choses s'étaient régulées, que la loi en même temps avait bien évolué et favorisé l'anticipation. Donc moi, peut-être en termes de conclusion, un dirigeant qui nous écouterait, qui aurait des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le site, il demande un formulaire pour prendre un rendez-vous avec un juge de tribunal. Non, mais quelle est la démarche? il téléphone en fin de compte à la secrétaire du tribunal et il téléphone en fait au greffe qui va l'orienter sur le secrétariat du président. Et les présidents de tribunaux et les vice-présidents sont quasiment à disposition et un rendez-vous s'obtient dans les 48-72 heures. On est vraiment extrêmement réactif là-dessus. Très bien. Bon, bien sûr, on souhaite qu'il n'y ait pas besoin de le faire, mais ça, vous avez fait les cours de l'EJDB. Oui, alors j'ai noté que quand même une des clés, bon, c'était l'anticipation, mais pour éviter que les difficultés arrivent aussi, il y avait une nécessité de bien gérer. Donc voilà, ça c'est la première des choses, c'est en fin de compte de pouvoir avoir un tableau de bord. Si vous saviez le nombre d'entreprises que l'on voit en difficulté qui ont des tableaux de bord, c'est dérisoire, même des entreprises d'une centaine de salariés. Donc, je crois que c'est vraiment, il faut avoir des outils simples, il ne faut pas avoir des outils trop sophistiqués, mais on peut avoir des outils simples qui donnent des chiffres rapidement de façon d'avoir une vue et puis de ne pas être le nez dans le guidon, de pouvoir avoir un peu de vue et puis toujours avoir un coup d'avance. Je crois que… Enfin, si je Monsieur Préville, oui, allez-y. Si je peux me permettre, après vous me muselez, je crois que vous avez techniquement la possibilité de… Ah non, mais je vous laisse. Non, mais il est 18h40 et simplement, je voulais quand même saluer le fait qu'existe ce module hein, au niveau de l'EJDB parce que je crois qu'il y a encore très très peu de temps, la seule école de commerce, en tout cas, donc, qui forme des dirigeants, pas que BTP, des dirigeants, la seule école qui consacrait un module à la gestion des difficultés, c'était HEC. Autrement dit, toutes les autres formaient des dirigeants qui n'avaient jamais entendu parler de quoi que ce soit en matière de résolution de difficultés. Et je ne suis pas certain que tous les élèves aient connu des carrières qui ne soient pas été émaillées à un moment donné de difficultés. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt, d'abord, je salue l'initiative et je pense que c'est plutôt une chance pour tout le monde, évidemment, quand on est entrepreneur, dans le BTP en particulier, mais quand on est entrepreneur, on ne le fait pas pour connaître des difficultés, mais après tout, dans une carrière, ça arrive. Voilà. Oui, les cycles économiques font que les cycles de la vie d'entreprise.
Très bien. Un mot de conclusion, Monsieur Préville, puis après on va… Je crois que ça y ressemblait. Très bien. Je vous remercie en tout cas de vous être rendu disponible pour nous. Monsieur Mollet, un petit mot de fin. Bon, je crois que tout a été dit. Hein. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il faut anticiper les difficultés et que on parlait en fin de compte dans ces mesures amiables de difficultés éventuellement prévisibles. Ça veut dire en fin de compte qu'elles ne sont pas éventuellement matérialisées. Hein. On peut avoir des difficultés prévisibles, des difficultés qui vont arriver dans les 2 à 3 mois qui viennent. Et il est évident que plus on les traite rapidement, plus on a de chances de s'en sortir. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. C'est sur ces paroles que nous allons achever ce 9e mercredi de la JDB en remerciant tous nos intervenants et tous les participants. Et rendez-vous pour une prochaine conférence. Rebondir avec l'intelligence collective, 3 juin 2020, donc mercredi prochain. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne, le rebond après la gestion des difficultés. Et nos prochaines sessions de formation, donc 15 juillet en Occitanie, à Nîmes, le 14 septembre, Nouvelle-Aquitaine, Pau-Bayonne, le 5 octobre, Savoie-Haute-Savoie, Chambéry, 16 novembre, Nouvelle-Aquitaine, mais côté Niort, et 1er décembre, une région qui vous est chère, messieurs, Centre, Orléans. Voilà, à bientôt, merci encore. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée.